prochain numéro de Charlie Hebdo apparaître demain comportera quelques caricatures de Mahomet. Il y a d'ailleurs le prophète en une, on vient d'en parler. Comme il contiendra aussi des moqueries sur les autres religions, au nom de la sacro-sainte liberté d'expression, la sensibilité de certains va, à n'en point douter, être à nouveau heurtée. Qu'est-ce que le sacré ? On se pose la question ce matin. Et quelles sont les conséquences de sa remise en cause ? L'invité du journal ce matin est un sociologue spécialiste de la religion dans l'espace public, Philippe Gonzalez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a beaucoup parlé de blasphème. C'est un mot qui est souvent revenu dans les bouches et dans les têtes depuis quelques jours. Au fond, le blasphème, pour vous qui êtes spécialiste des religions et de leur représentation, c'est quoi le blasphème ? De façon générale, on qualifie le blasphème comme l'atteinte au sacré ou l'atteinte aux choses qui portent sur Dieu ou sur les divinités. Mais le sacré, ça a évolué et notre société s'est sécularisée. C'est-à-dire qu'on est sorti de cette notion de sacré, d'intouchable, jusqu'à dire que oui, même ces choses-là, même ces choses qui sont au fondement de l'existence humaine ou des communautés humaines, pour certaines de ces communautés, ces choses-là, on peut en parler, on peut en rire, on peut s'en moquer, on ne peut ne pas y adhérer. Et c'est une des marques des Lumières, finalement, de s'en être moqué. Mais il ne faut pas oublier que les origines de cette désacralisation, elles sont à trouver dans la religion elle-même. On fête cette année les 500 ans de la naissance d'un personnage qui s'appelle Sébastien Castellion. Qu'on a un peu oublié, je dois dire. Qu'on a un peu oublié, mais Sébastien Castellion, c'était quelqu'un qui a commencé par être un disciple de Calvin et puis qui tout d'un coup s'est opposé assez fortement à Calvin parce qu'il n'était pas d'accord sur le rapport aux choses sacrées. Calvin était prêt à tuer, dans certains cas, pour défendre la doctrine. Et Sébastien Castellion a eu cette phrase très très forte qui a consisté à dire « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme ». Donc déjà au XVIe siècle, on a un éminent intellectuel, parce que c'était un illustre intellectuel, Sébastien Castellion. À lui tout seul, il a traduit la Bible, qui s'est opposé au nom de la foi, au nom de la religion, à ce qu'on punisse de mort une personne parce qu'elle avait atteint ou touché au sacré. Donc il ne faut pas oublier que les premières bases critiques du blasphème et du blasphème comme peine encourant une punition capitale, sont à trouver dans le religieux. Et historiquement, le blasphème était aussi compris comme une défaillance de la foi de ceux qui croyaient. Donc, quand un humoriste, quand un caricaturiste de Charlie Hebdo d'ailleurs dit que le blasphème ou que le délit de blasphème n'existe pas pour lui, sémantiquement, il n'a peut-être pas tort s'il n'est pas croyant. Au fond, le raisonnement est logique, non ? Absolument. S'il n'y croit pas, effectivement, il n'y a pas de blasphème. Par contre, il y a blasphème pour la personne qui reçoit la caricature, qui reçoit le mot ironique. Et là, la question à se poser, évidemment, et qui a beaucoup été posée, c'est est-ce qu'on ne choque pas de façon indue le croyant qui reçoit cette image-là ? Alors évidemment, c'est beaucoup relayé en ce moment dans la presse anglo-saxonne. Oui. C'est-à-dire on n'ose pas montrer les caricatures de Charlie Hebdo parce que précisément elles pourraient porter atteinte au lectorat. Mais la question à se poser, et qui me paraît une question assez centrale, c'est n'est-on pas en train d'appliquer une forme d'autocensure ? N'est-on pas en train de porter atteinte à quelque chose qui est une liberté, y compris une liberté des croyants ? On peut penser à des croyants qui ont mobilisé la satire et qui ont dû quitter leur pays pour pouvoir continuer à mobiliser la satire comme une forme de critique d'un certain religieux, Oui. au nom de la religion à laquelle ils tiennent. Philippe Gonzalez, c'est ma liberté contre la tienne, c'est ma liberté qui s'arrête là où commence la tienne. La liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, etc. On connaît très bien tout ça. Est-ce qu'on ne franchit pas cette limite, clairement, là ? Alors, il s'agit de dire une chose importante, c'est qu'il n'y a pas d'idée qui est sacrée, et ça c'est une des forces des Lumières, et comme je l'ai dit, les Lumières puisent leurs sources dans des penseurs qui sont eux-mêmes religieux. Par contre, on ne porte pas atteinte à des groupes humains, ce qui est très différent. C'est-à-dire on ne stigmatise pas des groupes humains, mais on peut se moquer des idées ou des divinités. Charlie Hebdo, il stigmatise ou pas ? C'est une question de but en blanc, Philippe Gonzalez. C'est une vraie Est-ce qu'il y a question. stigmatisation de groupes humains dans ce que fait Charlie Hebdo depuis 15 ans, 10 ans, C'est une la vraie semaine question, et je regardais à nouveau hier ce très beau documentaire « C'est dur d'être aimé par des cons », Oui. qui portait sur le procès de Charlie Hebdo qui s'est tenu en 2007, et des associations musulmanes françaises se sont constituées en partie civile, ont porté plainte contre Charlie Hebdo dans l'affaire des caricatures, et le tribunal de la République a statué, il n'y a pas d'atteinte aux musulmans. Par contre, il y a une dénonciation de l'extrémisme religieux. Pas d'atteinte aux musulmans en tant que groupe. En tant que groupe. Et vous en pensez quoi personnellement de ça ? Est-ce que là, la justice a raison ou tort ?
Moi, je pense que la justice a raison de défendre, dans la mesure du possible, la liberté d'expression. Il y a une scène très très forte dans ce documentaire. À un moment, vous avez Dieudonné qui vient dans la salle des Pas Perdus, qui dit à Caroline Fourest, qui est une journaliste de Charlie Hebdo à ce moment-là, qui lui dit « Vous avez raison, vous avez le droit de cracher sur les musulmans, et je suis pour... » C'est ce que dit Dieudonné, hein, c'est terrible. « Je suis pour le droit de cracher à la figure des musulmans. » Et Caroline Fourest lui répond « Je ne suis pas en train de cracher sur les musulmans. » Alors, on voit là deux conceptions de la liberté de parole. Une conception qui est celle de Dieudonné, qui revendique en fait la possibilité pour lui de cracher sur les juifs, par exemple. Mais il ne s'agit pas de cracher à la figure des gens, il s'agit de susciter la réflexion en touchant à certaines idées, mais précisément pas en stigmatisant des populations. Vous avez vu la couverture du Charlie Hebdo de demain, elle circule déjà sur les réseaux sociaux, hein, on en a parlé, le prophète qui tient une pancarte « Je suis Charlie » avec ce titre « Tout est pardonné », c'est Luz, un des survivants. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça a l'air gentil comme ça, a priori, ce dessin, on a l'impression que Luz veut un peu apaiser les tensions. Au fond, est-ce que c'est pas encore pire que tous les autres? Pire, entre guillemets, bien sûr. Moi, je trouve que c'est très fort parce qu'ils arrivent à convoquer plusieurs référents religieux simultanément. L'idée de « tout est pardonné », c'est assez christique, quand même. Après la crucifixion. Hein. Oui. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'était le commentaire de Jacques Alamand tout à l'heure. Exactement. Vous avez cette idée d'un musulman, le prophète, qui tient une pancarte « Je suis Charlie », qui correspond assez aussi à la réalité des manifestations de dimanche, où vous aviez des musulmans qui étaient dans la rue et qui ne disaient pas forcément « Je suis Charlie », mais qui disaient « Je suis avec vous ». C'est difficile pour un musulman de dire Charlie en tant que tel, mais là je trouve que c'est très fort. Alors, on pourrait parler de récupération, mais c'est très fort de dire, après une semaine, après des attentats d'une violence inouïe, de dire on pardonne et on veut reconstruire ensemble quelque chose. Philippe Gonzalez, pourquoi l'Orient, on va dire ça comme ça, est plus sensible à la détabouisation ou au sacré que l'Occident? On va réécouter d'abord, avant de commenter cette phrase, ce que nous disait Metin Arditi, notre invité d'hier, sur cette question. Je crois que la grande différence entre l'Orient et l'Occident, c'est qu'en Orient, il y a des tabous. Et ils sont là. Et je lisais ce matin en diagonale, dans le temps, sur mon ordinateur, des jeunes filles françaises d'origine arabe qui disaient « Mais pour nous, c'est sacré ». Et c'est vrai que c'est inutile de blesser les gens. Voilà, le tabou. Il y a le tabou là-bas en Orient, et quand on s'attache à briser ce tabou, voilà, c'est le point de non-retour. Comment comprenez-vous cela, Philippe Gonzalez? Est-ce que là, il n'y a pas une rupture de la convivialité aussi entre les peuples? Alors, il y a une véritable question qui est la question du caractère culturel de l'humour. L'humour est situé dans une société et effectivement, j'en donne un exemple. Aujourd'hui, dans la presse anglo-saxonne, les journalistes qui ne lisent pas le français, en regardant les couvertures de Charlie Hebdo et puis en allant chercher sur de la traduction sauvage sur Google, pensent que Charlie Hebdo est un journal d'extrême droite. Alors, il y a eu des correctifs qui ont été faits pour leur dire non, attendez, c'est des gens qui sont d'extrême gauche plutôt, qui sont très favorables aux minorités et qui essayent précisément de les défendre. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Les gens n'ont pas les codes culturels pour décoder l'humour, et évidemment, ils le lisent de travers. Alors, qu'il y ait des malentendus, c'est malheureusement inévitable entre les nations. Par contre, au niveau des communautés nationales et au niveau des communautés nationales européennes, la question de la liberté de conscience ou de la liberté d'expression fait partie de nos droits fondamentaux. Et précisément, là, je pense qu'on doit avoir une pédagogie à l'égard de qu'est-ce que c'est l'humour. Je lisais ce matin sur Facebook un post d'une enseignante dans la région de Saint-Denis, une région parisienne assez difficile, hein, qui a fait un véritable travail d'explication des caricatures avec ses étudiants ici de milieux défavorisés, qui lui disaient « celle-là, elle est drôle », celle-là, elle est un peu idiote, oui. Mais il s'agissait de montrer quels sont les codes culturels pour être capable de lire ces images. Évidemment, là où on se trompe, c'est qu'on pense, et en particulier pour des gens qui sont habitués à lire les médias, que tout le monde a les instruments pour décoder ce genre d'images. Ce n'est pas le cas. Là, il faut faire un travail de formation. Mais je ne pense pas qu'il faut sacrifier ce travail de formation et partir dans l'autocensure, parce que ce serait perdre quelque chose de fondamental, une liberté qui est celle de remettre en question, y compris les choses les plus sacrées.
Il y a eu à pour l'extrême. autant que c'est des idées. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a eu à l'extrême quand même, Philippe Gonzalez, des tirs de joie mercredi dernier après la tuerie de Charlie Hebdo, des tirs de joie Oui. dans le camp palestinien d'Ain El Ouest à Saïda, c'est dans le sud du Liban. Il faut faire de la pédagogie là-bas aussi. Alors, de nouveau... Il faut expliquer l'humour dans ce camp-là. Est-ce qu'on se trompe pas complètement de combat là? Je pense pas. Je pense pas. D'une part, déjà, on a un écart culturel qui est énorme, et ensuite, dans un camp palestinien, on a une situation qui est extrêmement difficile. On a le conflit israélo-palestinien, on a des formes de récupération. On parlera peut-être de Netanyahou aujourd'hui qui s'est rendu en France. Donc, on a une situation extrêmement complexe dans laquelle la dignité de ces personnes est niée, et ces personnes vont retrouver dans l'islam, dans les formes de mobilisation de l'islam, quelque chose d'une dignité qu'elles ont perdue ailleurs, qui n'est pas assurée ailleurs. Est-ce qu'en Europe, c'est la question qu'on peut se poser, la dignité des gens est niée et il ne leur reste plus que l'islam comme lieu pour trouver une forme de transcendance à un projet de vie? Oui, ça peut arriver, malheureusement. Ça arrive dans des quartiers défavorisés, ça arrive dans des prisons en France. Mais je pense que là aussi, la pédagogie, ce serait plutôt de ne pas stigmatiser l'islam dans l'espace public et de pouvoir se moquer de tout ensemble. Oui, mais alors la ligne, elle est fine comme du papier à cigarette. Hein. Se moquer tout en ne stigmatisant pas, etc. Pratiquer la liberté d'expression sans sombrer dans la haine et dans le racisme. Je le disais, la ligne est terriblement fine, Philippe Gonzalez. Oui, absolument. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y a des caricatures dans Charlie, vous avez des caricatures du judaïsme, des caricatures du christianisme, en veux-tu en voilà, du bouddhisme, et on n'a pas de réaction? Qu'est-ce qui fait que ça arrive? C'est quand même un contexte social. C'est un contexte dans lequel on a instillé quelque chose comme une crainte de l'islam dans nos sociétés. Donc c'est socio-économique avant d'être de l'ordre du religieux? Non, je dirais qu'il y a des composantes économiques et sociales qui sont présentes, évidemment. Mais ensuite, il y a la mobilisation de croyances religieuses, une mobilisation qui est une mobilisation délétère. Délétère pour porter la haine. Même question qu'Amétine Arditi hier, quelle doit être la place de la laïcité dans tout cela? Est-ce que c'est ça qu'il faut appliquer, là, pour le coup, universellement, le principe de laïcité, pour empêcher ce qui s'est passé? Avec quelle place, c'est la question pour les religions ensuite? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, aller jusqu'à la reconnaissance et le financement, en Suisse, de toutes les religions, subventionner toutes les religions? C'est ça qu'il faudrait faire? Moi, je suis favorable à ce qu'on subventionne pour les principales religions, principales au niveau démographique, qu'on finance les formations des responsables religieux. Donc imams, à commencer par les imams. Exactement, imams, pasteurs, curés, qu'on les finance. Pourquoi? Parce que ce qui coûte cher à une communauté religieuse, c'est de financer la formation d'un responsable religieux, une formation qui soit en adéquation avec les valeurs de cette société, donc qui soit au courant de la réalité institutionnelle, culturelle, mais qui soit aussi capable de faire la critique de sa religion. Le christianisme, au cours du dernier siècle, a fait un travail critique formidable sur ses propres sources, que ce soit du côté catholique ou protestant, parce qu'il y avait des universités, des facultés de théologie dans lesquelles la pensée critique a été exercée depuis l'intérieur de la pensée religieuse. Donc il faut mettre des imams dans les universités. Absolument.